Vous allez avoir le titre de mon intervention dans un instant, mais je l'ai appelé « On se lève et on parle ». Je ne pouvais pas la faire assise. Et j'ai choisi d'appeler cette présentation comme ça aujourd'hui pour vous parler des ressorts de la prise de parole et du silence des femmes. J'ai choisi ce titre parce qu'il fait référence à un texte qui a été publié la semaine dernière par Virginie Despentes au sujet de la cérémonie des Césars, dont vous avez sans doute entendu parler, et au sujet de la récompense attribuée à Roman Polanski et de la réaction de l'actrice Adèle Haenel, qui est une des porte-paroles françaises de la résistance contre le harcèlement et les violences faites aux femmes dans le cinéma. Et dans ce texte qu'elle a publié, Virginie Despentes dit que désormais, face à la domination masculine et face à l'impunité des puissants dans le monde du cinéma, désormais, on se lève et on se casse. Donc, j'ai voulu faire un clin d'œil à cet événement parce que, comme celui d'aujourd'hui, il posait la question de la parole des femmes. Et donc, j'ai proposé d'y faire un clin d'œil en disant « Aujourd'hui, on se lève et on parle ». Dans cette présentation, ce que je vous propose de faire, c'est d'installer un peu un socle sur lequel mes collègues pourront ensuite rebondir. Et je vais commencer en fait par revenir sur notre inconscient collectif et sur plusieurs stéréotypes sur la parole féminine pour qu'on sache d'où on part et dans quel contexte aujourd'hui on évoque la voix des femmes. Ensuite, je vais faire le point sur des apports des sciences humaines et sociales, et notamment des apports de la psychologie et de la sociologie, pour essayer de savoir ce qui se passe quand on étudie dans ces sciences la parole. Qu'est-ce qu'on apprend et quels sont les mécanismes que les chercheurs et les chercheuses ont pu mettre en évidence. Et pour finir, je dirai un mot de la cause de ces mécanismes mis en évidence, et je m'appuierai pour cela sur le concept de genre, dont on entendra ensuite parler avec l'intervention de Marie. C'est donc la deuxième. Je vous remercie. Pour commencer, je vous propose donc de partir de notre imaginaire collectif, parce que dans cet imaginaire, il y a un paradoxe qui m'a semblé très intéressant. Si on se fie au sens commun, la question du rapport entre femmes et parole, au final, elle se résout en un seul problème, c'est comment les faire taire. C'est toute cette culture autour de femmes bavardes, femmes pipelettes, femmes qui jacassent en permanence. Et il y a une chercheuse qui l'explique bien, c'est Anne-Charlotte Husson. Elle nous dit, voilà, le stéréotype le plus répandu au sujet de la parole féminine, c'est celui de la bavarde. Et elle rebondit en s'appuyant sur des travaux qui ont été menés en linguistique dans les années 80 et qui ont une linguiste qui s'appelle Marina Jagiello qui a récolté, partout où elle le pouvait, des dictons, des petites phrases de l'imaginaire collectif qui disaient ça. Donc elle en a fait une collection assez incroyable à travers le monde, mais il y a par exemple des choses qu'on trouve sympathiques dans la Bible. C'est un don de Dieu qu'une femme silencieuse. Des petites sagesses du Royaume-Uni. Le silence est le plus beau bijou d'une femme, mais elle le porte rarement. Et ça va jusqu'en Chine avec les paroles de l'homme sont comme la flèche qui va droit au but, celle de la femme ressemble à l'éventail brisé. Et cette linguiste, en montrant que partout dans le monde, on retrouve dans la sagesse populaire et dans les dictons le fait qu'il vaut mieux que les femmes se taisent, elle nous montre à quel point c'est partagé et à quel point c'est présent. Donc je vais me faire tout au long de ma présentation un peu la porte-parole de chercheuses et d'universitaires. Donc je vous ai mis symboliquement leurs noms à chaque fois. Alors c'est un peu petit, mais je vous les ai mises ainsi dans des bulles. Donc c'est celle dont je me fais la porte-parole. Et à la fin, il y aura toutes les références de tous ces travaux que je vais citer. Donc la parole des femmes, abondante mais futile, et c'est bien ça l'idée qu'on a dans tous nos dictons et dans toute notre sagesse populaire, c'est qu'à cette parole qui est là tout le temps mais qui ne dit rien, s'oppose une autre façon de parler qui elle est pesée, qui est mesurée, qui est efficace et raisonnée, et celle-là, c'est bien celle des hommes. Donc ce stéréotype-là, on le trouve dans de nombreux pays et on en trouve aussi des racines extrêmement anciennes. Et je pense qu'on vous en reparlera tout à l'heure. Mais je voulais mentionner ici juste une chercheuse anglaise en littérature ancienne qui l'a particulièrement bien montré. Elle est revenue sur toutes les mentions de la parole féminine qu'on trouve dans les mythes et légendes grecs et romains. Et
elle est notamment partie d'un exemple moi, qui m'a semblé particulièrement intéressant. C'est une petite phrase qu'on trouve dans l'Odyssée, mais qui est vraiment représentative de tout ce qu'on va avoir dans la littérature de cette période-là. Vous connaissez tous l'histoire familiale d'Ulysse, de sa femme Pénélope et de son fils Télémaque. Et on a une scène comme ça de politique familiale où le fils dit à sa mère « Silence, mère, la parole est l'affaire des hommes, retournez en haut ». Et elle y retourne. Et elle montre, cette chercheuse anglaise, à quel point on a ça dans tous les mythes et les légendes qui sont à l'origine de la littérature occidentale, et comment on a des exemples multiples d'hommes incitant les femmes à se taire, parfois en leur disant, et parfois de façon beaucoup plus drastique, en leur coupant la langue et en les empêchant de parler de façon bien plus violente. Donc de tout cet imaginaire collectif que je dresse à grands traits, mais que vous connaissez bien, il faut retenir deux grandes idées. La première idée, c'est que on a ancré dans notre histoire et ancré dans notre culture l'idée que la bavardise des femmes, c'est un trait qui est naturel et c'est universel. Partout, tout le temps, les femmes bavassent. Et on a une deuxième idée, comme ça, qui a l'air admise, qui est en tout cas répétée à l'envi, c'est que c'est légitime pour les hommes de les faire taire, ces grandes bavardes. Et tout ça, c'est très important pour nous parce que c'est révélateur de quelque chose, c'est révélateur de quelque chose que vous connaissez bien en plus, vu vos professions. La parole, c'est toujours du pouvoir. Et avoir une voix, la faire entendre, c'est toujours un acte de puissance. Et c'est de cette puissance-là et de ce pouvoir-là dont les femmes sont privées quand elles sont exclues de la parole publique. Et elles l'ont été longtemps. Et encore une fois, je pense que je vous laisserai en parler. Je voulais partir de ça pour bien dire que quand on parle de la voix des femmes, on parle forcément de leur place dans les rapports de pouvoir. Et c'est de ça que je vais partir à présent, en m'éloignant des stéréotypes pour passer aux faits. Merci. Que nous disent les sciences sociales sur ce stéréotype de la femme bavarde? C'est tout à fait intéressant. On a une réponse à la question « qui parle le plus ?» On le sait. Et ce n'est pas celle qu'on croit. On a de très nombreuses enquêtes en sociologie, en psychologie sociale sur ce sujet. Ça intéresse beaucoup aussi les linguistes depuis les années 70. Donc on a des enquêtes depuis les années 70 et on a aussi des méta-analyses, c'est-à-dire qui ont fait le bilan de toutes ces enquêtes-là. Le résultat de ces enquêtes, c'est que contrairement aux idées reçues, ce sont les hommes qui parlent le plus. C'est eux les bavards. Par exemple, ils utilisent plus de mots. On a des enquêtes sur le compte des mots dans la vie quotidienne. Ils utilisent plus de mots. Ils ont aussi un plus grand temps de parole. Dans tous les domaines, il y a plusieurs enquêtes qui montrent que même dans le domaine intime, même dans les vies de couple, dans les vies familiales, le temps de parole majoritaire est masculin, mais ces écarts du temps de parole, ils sont surtout visibles et les plus grands dans tous les endroits où la parole est valorisée et où la parole est publique. Les réunions, les débats, les discussions collectives et aussi le monde politique. Si on prend ces cadres les plus publics et les plus valorisés de la parole, les écarts sont vraiment criants en faveur des hommes. On avait énormément d'enquêtes sur le sujet, mais il y en a une qui est sortie tout récemment, l'an dernier, et qui a le mérite d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc en plus, c'est à la mode. Mais ça a permis, là, de faire un traitement automatisé de corpus immense de télé et de radio. Ça a été fait par un collègue qui s'appelle David Doucan. Et il a pu montrer, grâce à ces analyses-là, qu'en 2018, à la radio comme à la télé française, le temps de parole est accordé pour 68% aux hommes. Ce qui, en fait, ça revient à dire que le temps d'expression des femmes, il est de 50% inférieur à celui des hommes à la radio et à la télé en France l'an dernier pour toutes les heures de grande écoute. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que si on compare ce temps de parole majoré des hommes comparé au stéréotype de la femme bavarde, on aboutit à quelque chose d'intéressant qui a été bien souligné par une féministe australienne, Dale Spender, dès les années 70, et qui est retranscrit par une auteure qui s'appelle Corinne Monet. Elle dit, quand on dit « les femmes sont bavardes, les femmes parlent trop », souvent on interprète le stéréotype en pensant que les femmes sont bavardes en comparaison avec les hommes qui le seraient moins. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas une comparaison du temps de parole des femmes et du temps de parole des hommes qui nous amène au stéréotype de la bavarde. C'est comparer la femme qui parle à la femme idéale qui ne parle pas du tout. Donc elle dit, voilà, la norme, c'est pas le masculin, la norme, c'est le silence. C'est une idée que j'ai trouvée tout à fait percutante. Deuxième fait dont attestent les sciences sociales, non seulement les hommes parlent plus, mais en plus ils interrompent davantage. Là, c'est des enquêtes aussi très intéressantes qui montrent le cadre de la conversation, il y a plein de codes dans la conversation, et quand est-ce qu'ils sont rompus par des interruptions. Les hommes interrompent plus,
au point que les linguistes s'accordent à dire que c'est vraiment un trait caractéristique de nos conversations, en fait. Dans la conversation mixte, homme-femme, il va y avoir des interruptions, et elles seront quasiment systématiquement le fait des hommes. Ils ont montré ça qui était intéressant, et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont montré que non seulement les hommes parlaient plus, interrompaient plus, mais ils ont aussi, et notamment la linguiste dont je parlais à l'instant, Corinne Monet, a pu montrer que dans la conversation mixte, les femmes assuraient un rôle bien particulier qu'elle a appelé le travail interactionnel. En fait, elle a montré qu'il y avait plusieurs phénomènes particulièrement intéressants dans ces conversations mixtes. Le premier, c'est que quand les hommes interrompaient les femmes, ils ne se contentaient pas de les interrompre, mais ils changeaient le sujet de la conversation. Que les femmes, de leur côté, proposaient bien des sujets, proposaient plus de sujets que leurs camarades masculins, mais qu'ils étaient moins discutés. Donc elles les lançaient, mais ils n'étaient pas repris. Et elle a montré que les deux ne parlaient pas de la même façon, que du côté des hommes, on allait avoir un plus grand usage de ce qu'elle appelle des réponses minimales, genre oui, d'accord, qui en fait ne relancent pas vers autre chose, alors que les femmes, elles, allaient être 2,5 fois plus celles qui posaient des questions et qui relançaient le sujet en posant des questions. Et c'est ça qui l'amène à dire qu'elles assurent, les femmes, le travail interactionnel. C'est-à-dire qu'elles sont dans la conversation, toujours en train de soutenir la conversation, d'encourager l'interaction, de l'amener, de la faire poursuivre. C'est pour ça qu'elles proposent plus de sujets, mais ce n'est pas les sujets qui sont retenus. Donc au final, la linguistique montre bien la place particulière des femmes dans la conversation, mais mise en garde, ce n'est pas une qualité naturelle des femmes. C'est-à-dire, il ne faudrait pas croire « Ah ben les femmes sont bien meilleures parce qu'elles sont plus sociables, donc c'est elles qui sont capables de relancer des sujets, poser des questions. » Ce n'est pas une qualité naturelle, c'est vraiment un travail. C'est-à-dire, c'est qui fait l'effort de maintenir la conversation, qui permet qu'on continue à se parler de bonne grâce, ça va être, dans une conversation mixte, la personne féminine. Et du coup, ça, c'était aussi quelque chose que cette linguiste pointait du doigt, en disant, tant qu'on ne le reconnaît pas, on ne peut pas bien comprendre les rapports de pouvoir au sein de la conversation entre un homme et une femme. Et ça m'amène à une autre catégorie de données que je voulais vous proposer et sur lesquelles je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Ça concerne les rapports entre statut, pouvoir, parole et compétence. Et pour ça, je m'appuie sur d'autres travaux qui sont ceux d'une chercheuse américaine, Victoria Brescoll, qui a mené des enquêtes très intéressantes sur les prises de parole, d'abord en politique. Dans un premier temps, elle a observé les enregistrements des sénateurs et des sénatrices aux États-Unis. Et puis, ça a posé plein de questions, donc elle a continué ses enquêtes et elle a fait, en psychologie sociale, des expérimentations. Donc d'abord, elle a regardé en milieu réel, et puis ensuite, elle a expérimenté en proposant aux gens de simuler des réunions de bureau et des réunions dans lesquelles ils étaient ou pas en position de pouvoir. À travers ces différentes enquêtes qu'elle a menées sur une dizaine d'années, dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, elle a montré plusieurs choses qui sont très intéressantes. Dans le cadre de la politique et au Sénat, elle a pu distinguer, comme dans nos assemblées, ceux qui avaient beaucoup de pouvoir et ceux qui en avaient moins. Pensez aux têtes de liste et puis aux députés qu'on connaît un peu moins. Elle a montré que chez les hommes, pour les politiciens hommes, plus on montait dans le statut et le pouvoir, plus on montait dans le temps de parole. Donc, celui qui représentait la région la plus importante parlait plus que le jeune député qui commençait. Ce n'était pas du tout le cas pour les femmes. C'est-à-dire que pour les politiciennes femmes, la montée en statut et la montée en pouvoir ne correspondaient pas à une augmentation du temps de parole. Et elle a vu que les femmes de statut supérieur faisaient même exprès de réduire leur temps de parole pour le maintenir au même niveau que leurs collègues féminines de statut inférieur ou égal. Et quand elle a investigué sur les raisons, elle s'est rendue compte que femmes comme hommes étaient d'accord pour dire que c'était stigmatisé négativement pour une femme, même à un poste de pouvoir et à un poste à responsabilité, de beaucoup parler. Donc c'est une question qu'on posait tout à l'heure dans l'Assemblée. Est-ce qu'on est pénalisé, sanctionné, stigmatisé quand on est une femme et qu'on parle beaucoup? Oui. C'est ce qu'elle a confirmé dans cette chercheuse, Victoria Brescoll, dans les enquêtes qu'elle a menées par la suite. Elle a montré que dans le monde politique, comme dans le monde de l'entreprise, même quand elles étaient dans des situations de pouvoir, qu'elles étaient les chefs, qu'elles étaient les présidentes, qu'elles étaient les sénatrices, beaucoup parler, pour une femme, était systématiquement associé à un défaut de compétence, par les hommes comme par les femmes. C'est-à-dire que les autres femmes disaient aussi, elles parlent beaucoup,
ça cache sans doute un manque de compétences. C'était l'exact opposé pour les hommes. Ils parlent beaucoup, c'est bon, c'est lui le chef. Donc ça nous montre bien la réalité des sanctions symboliques et la réalité de l'exclusion de la parole des femmes, y compris pour celles qui ont le pouvoir. Donc toutes ces données que je viens de vous proposer, que je viens de soumettre à votre curiosité, elles nous amènent finalement à une question. Pourquoi on a ces différences? À quoi sont liées ces différences de rapport à la parole homme-femme? Et là, on peut proposer deux réponses différentes et un petit peu opposées. On peut supposer qu'il y a deux cultures. Culture féminine, culture masculine. On n'a pas les mêmes façons de parler. On est finalement dans deux styles conversationnels différents, avec les femmes qui relancent, comme je vous l'ai dit, les hommes qui interrompent. Et on pourrait dire, voilà, il y a toujours ce problème-là, ces deux sexes, ils ne parlent pas de la même façon, ils auront toujours cette difficulté à communiquer. C'est une proposition de réponse qu'on a trouvée beaucoup et qu'on trouve encore dans la linguistique. Ce que je voudrais avancer aujourd'hui, c'est que cette idée-là, qu'il y a deux styles de parole incompatibles et un peu innés ou naturels chez les hommes et chez les femmes, elle a des limites parce qu'elle ignore en fait et elle ne prend pas en compte les rapports de pouvoir qui se jouent dans la conversation et tout le rapport au pouvoir et à la puissance qu'il y a dans le fait de prendre la parole. Ça ne prend pas en compte la domination qui s'exerce sur les femmes dans la prise de parole. Et dans la conversation au quotidien, avec les interruptions dont je vous ai parlé, avec cette idée que les femmes choisissent moins les sujets au final, avec cette idée qu'elles sont sanctionnées quand elles parlent trop. Et ça ne prend pas non plus en compte les conséquences de ces rapports de pouvoir que vous connaissez bien, la difficulté des femmes à être entendues, à être crues, et là je vous renvoie à mon exemple initial, et aussi évidemment dans le monde de la justice, la difficulté des femmes à faire entendre leurs paroles, notamment quand elles dénoncent les violences qui leur sont faites. L'autre problème que ça pose, d'avoir ces deux cultures qui ne s'entendent pas, c'est que ça ramène tout à l'échelle individuelle. Et ça ramène tout à l'échelle des individus, de leur personnalité, et ça empêche de voir, ce sur quoi je vais insister à partir de maintenant, les structures de notre société qui déterminent nos rapports à la parole et la dimension collective de tout ça. Donc c'est ce sur quoi je voudrais insister pour finir cette présentation, c'est de proposer une autre explication à ces différences de rapport à la parole chez les hommes et chez les femmes, et pour ça, utiliser un concept que vous connaissez sans doute, qui est celui du genre. Le fondement des explications des rapports différenciés à la parole dont je vais vous faire part aujourd'hui, c'est que les différences de comportement entre les hommes et les femmes, ici les différences de rapport à la parole, elles ne sont pas dues à une nature humaine sexuée et à des différences naturelles liées à nos sexes, mais elles sont le résultat de notre culture, de notre vie en société, c'est-à-dire qu'elles sont le résultat d'une construction sociale. Et en sociologie, on utilise un terme pour dire cela, c'est le terme de socialisation. Donc on va appeler socialisation tous les processus par lesquels les êtres humains vivant en société sont formés, sont modelés, apprennent, et tous les processus par lesquels la société dans laquelle ils vivent leur permettent d'acquérir, d'intérioriser des façons d'être, des façons de penser et des façons de faire qui sont situées socialement et historiquement. Et ces façons d'être, ces façons de penser et ces façons de faire qu'on apprend tout au long de notre vie en société, certaines d'entre elles sont associées à une catégorie qui est fondamentale de notre société, c'est celle qui sépare les individus en fonction de leur sexe et qui fait donc des hommes et des femmes. Et le concept de genre, c'est celui qui nous permet de nommer ça. Et c'est la définition que je vous ai indiquée là-bas. Ce qu'on appelle genre dans les sciences sociales, c'est le système de bicatégorisation hiérarchique entre les sexes, hommes, femmes, et entre des valeurs et des représentations qu'on associe à ces sexes et qui sont le masculin et le féminin. Donc pour le dire de façon un peu plus simple, ce qu'on appelle genre, c'est le système social par lequel les êtres humains qui vivent en société sont répartis dans deux catégories, les hommes, les femmes, auxquels on associe des valeurs, des représentations qu'on appelle, nous, le masculin et le féminin. Par exemple, les femmes, c'est bavard. Ce système qui catégorise les êtres humains et qui leur associe des valeurs et des représentations, il a quelques caractéristiques qu'il est vraiment important de comprendre pour comprendre ce qui se passe après dans nos rapports à la parole. D'abord, le genre, c'est une construction sociale. Ça veut dire que ça ne repose pas sur une nature, ça ne repose pas sur des essences des hommes, des femmes. C'est un apprentissage tout au long de la vie. Donc par exemple, tout ce qu'on a dit, interrompre son interlocuteur ou son interlocutrice, ce n'est pas quelque chose qu'on a d'inné en nous, c'est quelque chose qu'on apprend.
Le genre, c'est aussi un processus relationnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un être féminin sans qu'il y ait tout de suite le pendant masculin. Et s'il y en a un qui est bavard, eh bien l'autre a la parole calme et raisonnée. C'est toujours construit en opposition. S'il y en a un qui est froid et raisonné et intelligent, l'autre, forcément, donc l'autre, c'est nous, les femmes, est chaotique, débordante d'énergie et incapable de se focaliser. Tout est construit comme ça dans un duo et dans une bicatégorisation. Le genre, c'est aussi, et on l'a bien dit tout au long de cette présentation, des rapports de pouvoir. C'est une hiérarchisation en faveur du masculin. Et enfin, c'est toujours imbriqué dans d'autres rapports des pouvoirs. Aujourd'hui, on parle du rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes, mais ça ne va pas sans les autres rapports de pouvoir qui traversent notre société, les rapports de classe sociale, les rapports ethno-raciaux, les rapports liés à l'âge. On a peut-être parlé là de début de carrière, fin de carrière, c'est un rapport de domination aussi, les rapports liés de pouvoir liés au handicap, etc. La conséquence de tout cela, la conséquence de l'existence du système de genre, c'est que tout au long de leur vie, les individus, ils font l'objet d'une socialisation langagière. Et ils apprennent des rapports à la langue et à la parole différents. Et moi, je vais bientôt m'arrêter là pour laisser justement mes collègues rebondir sur ces socialisations. Je vous en ai juste indiqué plusieurs pôles. Ah, c'était encore celle d'avant, pardon. Plusieurs pôles. Celle d'après non. Voilà. Il y a la socialisation en famille. On a par exemple beaucoup de données sur la façon dont les parents parlent à leurs enfants, sans que ça soit conscient, mais le type d'interaction qu'on a avec des petits garçons, des petites filles. Un exemple qui est frappant, c'est la façon dont les parents, quand ils parlent d'émotions à leurs enfants, vont déjà parler d'émotions beaucoup plus aux filles qu'aux garçons, mais ne vont pas parler des mêmes émotions. On va parler colère aux petits garçons, on va parler tristesse aux petites filles. Vous l'avez sans doute vécu. La socialisation entre pairs, tout au long de la vie, entre amis, dans la jeunesse, entre adultes et entre collègues, la socialisation scolaire, dont va nous parler Marie Gossel, ou encore la socialisation au travail. Pour conclure, merci. Pour conclure, je voulais résumer brièvement le message que j'ai voulu transmettre dans cette intervention, et qui est finalement, comme je l'ai dit, que la prise de parole des femmes renvoie à des rapports de pouvoir entre les sexes qui sont pas naturels, mais qui sont sociaux, et qui, du coup, ne sont pas individuels, mais sont collectifs et politiques. Et ça me semble particulièrement important, parce que quand on parle d'équité, de mixité et d'égalité, on parle souvent d'autocensure des femmes. Et il y a souvent cette notion de blocage chez la femme qui n'ose pas, qui n'arrive pas à aller de l'avant. Et ça peut être une voie dangereuse, parce que ça peut faire oublier que ce n'est pas de la faute des femmes qui n'osent pas assez, qui s'autocensurent, qui se bloquent elles-mêmes, mais que c'est qu'elles sont bloquées et elles sont exclues. Et que du coup, si la solution est en partie individuelle, et c'est ce qu'on fait avec des techniques d'apprentissage pour se poser, pour avoir confiance, ça ne sera jamais suffisant s'il n'y a pas en plus des techniques institutionnelles et surtout collectives. Et l'une d'entre elles, j'en ai cité juste une ici, c'est celle que j'ai mise à la fin de l'escalier menant vers la prise de parole, c'est l'amplification. Est-ce que tu m'as débranché? C'était une des pistes que je trouvais intéressantes pour la collectivité. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec